Tu te rappelles de tes premières fois où tu pouvais enfin t'acheter toi-même et sans adulte ce que tu avais envie de manger? Les premières fois, tu prenais quoi, toi? Moi, je prenais des chips, des croissants Sils, des boules de Berlin et puis encore des chips. Les années ont passé et j'ai voulu faire juste. Consommer mieux, éthique et écologique. Ouais, j'ai atterri dans la même vague verte que pas mal d'entre nous. J'arrive dans un magasin, je vois des logos verts, plein de logos verts. On sent que c'est demandé et d'ailleurs, c'est cher. J'arrive dans un autre magasin et encore d'autres labels avec des acronymes que je connais absolument pas. Et encore dans un troisième magasin, je découvre qu'il y a des labels bio, un autre label bio que dans le premier magasin. Et d'ailleurs, il est beaucoup moins cher. Pourquoi? Salut tout le monde, c'est Inès, on revient avec Paysanne Podcast. J'ai avec moi Ajar Salut! et Emma. Coucou! Comment ça va vous deux? Comment ça a été vos vacances? On peut pas trop parler de vacances pour moi. Ouais. J'ai eu quelques jours par-ci par-là, mais sinon je suis restée à Genève parce que j'ai déménagé et je travaille encore à côté. Puis j'ai encore mon travail de bachelor, donc j'ai pas eu beaucoup de temps T'as pas eu pour aller au encore méga de soleil. repos, ouais. J'ai l'impression d'être en hiver, que ma peau n'a encore pas connu les rayons de soleil cette année. Et c'est rare ça pour Emma. Ouais. Donc voilà, peut-être j'aurai un peu des vacances en automne, mais pour l'instant, À la pas de fin, rentrée, pas de vacances. à la fin de la saison, si tout Voilà. se passe bien. Et puis toi, Ajar? Écoute, ça va. Ben, je suis en pause d'études, donc ça c'est cool. Par contre, j'ai quand même pris le temps de voyager un peu, mais en Suisse. Et puis, ben, j'ai quand même un taf étudiant entre-temps, donc voilà. On continue à vivre, à faire des projets, à bouger, à faire plein de choses, donc ça s'arrête pas. Ouais, moi de mon côté, j'ai pu bien me reposer, ça m'a fait du bien. J'ai pris mon vélo, j'ai fait la descente du Rhône justement avec notre graphiste Charlotte, c'était trop chouette, on a fait la Via Rona. J'ai pu aussi me reposer un petit peu ici à Genève, il y a mes petites cousines qui sont venues, c'était chouette. Et puis là, c'est reparti justement pour terminer cette saison 1. J'ai trop hâte de continuer ça avec vous, surtout que cet épisode, on va s'attaquer au label. Et ça faisait un petit moment qu'on voulait se pencher dessus. On avait parlé du fait qu'il y a 1001 labels qui existent et je vous avais parlé aussi du fait que moi je sais pas lesquels choisir, il y en a tellement. Et je sais que c'est un sujet aussi qui est important pour vous deux. C'est parti? Yes, C'est allons-y. parti. Ok, alors pour commencer cet épisode, je vous propose qu'on définisse quand même ce que c'est une marque et qu'est-ce que c'est un label, qu'on fasse la différence, que vous me définissez label. Du coup, pour la définition, une marque, c'est vraiment ce qui va être créé par une entreprise pour promouvoir un produit. Donc, c'est vraiment un truc juste marketing. Alors qu'un label, ça vient en général avec un cahier des charges, un contrôle et puis en fait une sorte de certification pour Qui les vient consommateurs, qui attester. vient attester soit des critères écologiques, soit social, soit durable, soit etc. éthique, On etc. verra, Ouais, il y on en a pas verra. mal. Mhm. Et par exemple, si on pouvait donner un exemple concret dans le cadre je parle par exemple de la Migros, on aurait M budget pour une marque. Exact. Et puis comme label, on pourrait avoir... Ma région, C'est ça. voilà. par exemple. Et donc ma région qui va venir certifier de plusieurs points pour... Avec un cahier de charge Voilà. pour la production et autres. Exact, ouais. Super. Donc moi, ce que je vous propose, parce que devant moi, chère auditorice, j'ai une multitude en fait de labels qui ont été écrits par Ajar et Emma. Et ce que je vous propose, c'est qu'on établisse ensemble un espèce de mini cahier des charges et qu'on revoie un peu ces labels ensemble et que vous me dites où est-ce que se situent en fait ces labels par rapport à ce cahier des charges. Et puis, nous, ce qu'on avait envie de regarder, c'était donc dans un premier temps l'aspect social. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par aspect social? Surtout les salaires, Ouais. je dirais. Aussi par employer des enfants, par rapport aussi juste aux vacances, aux personnes enceintes, quel est leur congé maternité, au congé parentalité en général, etc. Donc toutes les personnes qui vont agir, À la que ce soit production, à la directement ou indirectement. Ouais, transformation, enfin, ok, exact. super. Et ensuite, on avait vu comme deuxième point, après l'aspect social, il y avait l'aspect écologique.
Donc, Emma, tu m'avais parlé justement de l'eau, du sol, de la biodiversité, du climat. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter justement sur le point écologique? Enfin, oui, en tant que tel, parce que quand on parle d'écologie, on va aussi normalement parler du côté social, mais quand on parle d'écologie actuellement, on va plutôt avoir l'aspect justement tout ce qui est lié à la biodiversité, au climat, au sol et autres. Top. Donc je pense que ça suffit. Et ensuite, on avait le point processus et contrôle. Et Ouais. ça, qu'est-ce qui va venir définir ce point processus et contrôle? Ben justement, ça va dépendre des types de labels, mais d'habitude, ben, la majorité, c'est des institutions publiques ou étatiques qui vont venir faire des contrôles, en fait, dépendamment des labels. Après, il y a des labels un peu privés, donc là, c'est des organismes privés aussi qui le font, mais il y a aussi des organismes indépendants qui sont ni étatiques, ni rien. Et Des qui vont fondations. exactement, des fondations qui vont Des venir faire des associations. contrôles et qui, parfois, dans certains cas, sont même plus objectives dans une certaine mesure, quoi. Donc je crois qu'on parle surtout de la fréquence des contrôles et de la manière de contrôler. C'est ça. Quand on... Pour vérifier que leur cahier des charges soit respecté en fait Exact. dans la durée. Mhm. Et ensuite, on voulait aussi regarder le point des bien-être des animaux et puis finalement la provenance. Exact. Donc, si je compte, en fait, finalement, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je les répète, il y a l'aspect social, l'écologique, le processus et contrôle, bien-être des animaux et la provenance. Mhm. Donc, après, j'ai vu qu'on avait plusieurs groupes de labels. Est-ce que ça vous dit qu'on commence avec le groupe social, l'aspect social, et puis du coup, les labels internationaux? Mhm. On Ouais. commence par celui-ci. Il y avait le premier qui était Max Havelaar. Donc, celui-ci, Max Havelaar, c'est un label qui est international, qui va traiter les aspects sociaux surtout, qui va s'intéresser à cela. Donc, du coup, est-ce qu'il remplit le premier point, l'aspect social? Oui, dans une certaine mesure. Enfin, Max Havelaar, il est vraiment sur l'éthique justement de production et tout, donc au niveau des employés et tout. Après, ben, ça va dépendre en fait du produit, mais oui, en fait, ils sont vraiment à ce processus de contrôle assez sévère. C'est-à-dire que quand ils contrôlent, enfin, les employés doivent être payés dans un certain salaire qui leur permet, dans l'endroit où ils vivent, de subvenir à leurs besoins. Ils doivent avoir justement des protections aussi, des protections salariales, des protections aussi, mais sociales. Et au niveau de ce côté-là, ils sont plutôt bien on parlera des critiques, mais ils sont plutôt bien notés, on va dire ça comme ça. Sur un point de vue écologique, ensuite, Alors là, un peu moins, parce qu'il n'y a pas forcément une garantie que l'eau, le sol, la biodiversité et le climat soient respectés. Du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est un label social et pas du tout écologique. Et après, ouais, justement, on va critiquer un peu tous ces labels par la suite, dans un en fait, deuxième ça, temps. voilà. Ouais, on dira un peu ce qu'on en pense de Max Havelaar. Et sinon, au niveau du processus et contrôle, est-ce qu'on a vraiment une garantie que c'est surveillé? Oui, Oui. Max Oui. Havelaar, c'est bien Ouais. noté par rapport à ça. Et puis pour le bien-être des animaux, Alors, Il y a il n'y a vraiment pas pas de vraiment, gestion, parce qu'en fait, il y a pas forcément d'animaux pour Max Havelaar. Il n'y a Ouais. pas besoin de... Non, en fait, les produits qui sont issus du commerce équitable, c'est plutôt des produits alimentaires bruts, enfin, café, enfin, c'est beaucoup de produits Fruits, exotiques, ouais. beaucoup aussi, parce que justement, les problèmes d'éthique sont plus dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Du coup, on aura plus de ce côté-là que la viande, enfin, il y a pas de viande Max Havelaar. Non. Et au niveau de la provenance, du coup, est-ce qu'avec Max Havelaar, on a des... Il n'y a pas du tout de garantie de provenance, vu que ça peut venir du monde entier. Ok. Ouais. Super. Et donc, après, on avait UTZ. Et moi, je ne le connais pas du tout, ce label. C'est quoi, UTZ? En fait, UTZ, c'est un label qui a été maintenant... qui a été fusionné avec Rainforest Alliance. À la base, UTZ, c'était plutôt le cacao, le chocolat, le café. Et puis après, Rainforest Alliance, c'est un peu plus large, c'est des produits équitables un peu plus larges. Et ça, pareil, c'est plutôt écologique et social, mais je crois que les dernières années, là, le social, ça a pas été très respecté, si je me souviens bien. Donc l'aspect social, il n'est pas du tout respecté. Et puis après, climatique, enfin au niveau écologique, non plus. Et par contre, il y a un bon processus de contrôle pour le cahier des charges qu'ils ont, mais le cahier des charges n'est pas très sévère. Voilà. Et tu dis que dernièrement, justement, ces dernières années, le social n'avait pas été hyper respecté. Bah, en fait, à la base, il me semble que c'était un label social, donc qui avait une éthique par rapport aux employés. Et en fait, maintenant, il n'y a même plus la garantie qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent. Quoi? Ouais.
alors qu'avant il y avait. Et comment ça se fait qu'il n'y a plus la garantie? C'est Bah, je pense que ça a été enlevé du cahier des charges. Il y a plus cette condition-là, en fait. Ok. Et donc ça, c'est pour UTZ. Rainforest Alliance. Ok. Ouais, c'est une grenouille. Le label. D'accord. C'est Dans c'est le une label, c'est une grenouille grenouille. Ok. verte. Je pense que vous avez déjà vu. Il y a sur vraiment énormément de produits. Comme ça, on arrive à s'imaginer. Et ça, c'est des produits qu'on pourrait retrouver dans nos Oui, nos c'est grandes ça. surfaces. Oui. Ouais. Ah ouais, Ouais. ok. Ensuite, on avait aussi des labels au niveau de la qualité de la région. Notamment, il y avait les produits AOP. AOP, IGP, ouais. Ouais. Alors, AOP, c'est appellation d'origine protégée. IGP, c'est indication de. AOP, c'est appellation d'origine protégée. IGP, c'est indication de. Je sais plus, le G, c'est quoi? Protégé aussi, mais indication. Enfin, bref. Dans les deux cas, c'est vraiment pour le processus de transformation. En fait, il y a deux choses qui sont assez importantes pour ces deux labels. C'est le processus de transformation. Indication géographique protégée. Merci, indication géographique protégée. Et donc la région et le processus de transformation, comment il est effectué. Et en fait, là, on aura beaucoup, typiquement, les transformations en fait, type culturel, comme le fromage suisse, le gruyère. Il est produit dans la région du gruyère, donc il est AOP et même IGP, enfin les deux. Et donc ça, c'est vraiment deux labels qui sont pour la qualité, on va dire ça un peu comme ça. Et sinon, on aura les produits, les fameux de la région. Donc ça, c'est Migros, par exemple, qui promeut des régions, enfin des produits régionaux. Donc là, c'est plutôt pour la zone. Et on a aussi GRTA, par exemple, à Genève, donc Genève Région Terre et Avenir. Et autrement, on a aussi pour toute la Suisse, donc si on va plutôt parler là de région nationale, on a Suisse Garantie, par exemple, qui lui est production suisse. Et puis ceux-là, est-ce qu'au niveau de l'aspect social, eh bien, c'est bien respecté? Est-ce qu'on a des notes En fait, comme c'est des labels de qualité et de région, il n'y a pas d'aspect social. Ouais. À part pour le Suisse Garantie dans une certaine mesure, mais pour d'autres, parce que le Suisse Garantie, c'est pas que alimentaire, c'est même la production de montres, par exemple, ou autre. Donc, c'est un autre côté, D'accord. mais vraiment AOP, GRTA et autres, c'est vraiment sur l'aspect de l'origine et comment c'est De la fabriqué. provenance. Exactement. Et au niveau du bien-être des animaux, est-ce qu'on a aussi quelque chose qui est... Est-ce que c'est dans leur cahier des charges de respecter? Il me semble que pour AOP et IGP, vu que c'est vraiment par rapport à une région et disons les traditions de la région, bah, ça suit les traditions. Donc peut-être que c'est une gestion des animaux qui est plus un peu à l'ancienne que maintenant, donc peut-être moins d'animaux, un cheptel plus petit, avec les pratiques d'avant. Après, les animaux, ils finissent dans l'estomac des humains, donc... Voilà, on vous laisse ensuite. Voilà. Dans quelle mesure on parle d'éthique animale, quoi, Exact. c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis, sur un point de vue écologique, est-ce que aussi ça fait partie de leur cahier des charges de respecter certains points? Pas vraiment. Après, c'est vrai que de la région et GRTA, ou enfin tous ces labels-là, ils vont promouvoir un peu le côté écologique parce que justement, il faut consommer local. Donc il y a quand même ce côté-là, le côté local qui est promu, ça c'est sûr. Ok. Et ensuite, on va terminer avec des labels d'agriculture biologique. Le premier qui est la production intégrée, PI. Alors, c'est pas de l'agriculture biologique, c'est en fait tous ces labels-là. Donc, on a le PI, c'est la petite coccinelle, enfin IP ou PI, enfin peu importe. IP suisse, c'est la petite coccinelle qu'on voit dans beaucoup de barquettes qu'on achète dans les grands distributeurs ou autres. Eux, c'est en fait une méthode culturelle qui respecte le cahier de charge, en fait, enfin l'ordonnance pour recevoir les paiements directs, donc les prestations écologiques requises. Ça, c'est vraiment en fait l'agriculture suisse en général. Donc là, si on veut dire un peu la conventionnelle. Exactement, on vous renvoie à l'épisode précédent sur les bases, mais en fait, pour avoir des paiements directs, il faut respecter certaines conditions et à peu près 95% des agriculteurs agricultrices respectent ces conditions pour les recevoir et donc respectent le cahier des charges de la production intégrée, qui est en fait un peu plus sévère que l'agriculture dans la loi. C'est-à-dire que dans la loi, il y a certaines normes à respecter et après, il y a IP Suisse qui est un peu plus sévère pour recevoir les paiements directs, les prestations écologiques requises, etc. Et après, il y avait également Bio-Bourgeon, Bio-Migros. Est-ce que ceux-là, au niveau du cahier des charges, qu'est-ce qu'ils respectent? Qu'est-ce qu'ils font attention? Peut-être qu'on peut faire un peu plus large, juste pour parler un peu du bio en général. J'imagine que c'est un des labels qui est le plus attendu, disons, par les auditeurs auditrices parce que voilà, il y a plein de questions par rapport au bio.
Donc en gros, comme je disais tout à l'heure, il y a la base légale, ensuite il y a production intégrée et ensuite il y a une ordonnance sur le bio. C'est-à-dire que dans la Confédération, il y a des lois sur qu'est-ce que ça veut dire être bio. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, je sais pas, un yogourt conventionnel et on écrit bio dessus. Ça, c'est interdit. Parce que pour écrire bio sur un de ces produits, il faut respecter au minimum l'ordonnance sur les produits biologiques. Et puis admettons qu'un paysan, une paysanne produise son yogourt de manière traditionnelle et avec des produits naturels. Est-ce qu'il aurait le droit, elle aurait le droit de noter l'appellation bio dessus? Ben, tant qu'elle ne respecte pas l'ordonnance sur les produits biologiques, non. Si elle respecte, par contre, si elle est en agriculture biologique et qu'elle écrit par exemple sur son petit yaourt produit bio, ben biologique, ben c'est le cas, donc elle a pas besoin, enfin elle a le droit. Par contre, elle pourrait pas mettre un label comme le bourgeon qu'on voit souvent Voilà, c'est ça. ou autre, ça non, Ça, parce que c'est ça, Parce que là, très il faut vérifié. l'acheter. ça il Ouais. faut déjà, enfin il y a un droit dessus et en plus de ça, c'est un autre cahier de charge qui Donc respecte écrire d'autres. les 3 lettres bio tout seul, on a le droit de le faire, mais Non, ensuite, enfin, Non, pas si on respecte pas si le on cahier de alors charge. admettons qu'on respecte le oui. cahier des charges, on a le droit Ça, on de a le droit noter de le ces faire. 3 lettres. Exactement. Ouais. Par contre, si on veut vraiment appartenir à un Mhm. label bio spécifique, là, il faut mandater le Exactement. label en question. Parce que l'ordonnance sur les produits biologiques, c'est pas un label, c'est juste la loi en fait. Mhm. C'est vraiment la Confédération qui dit quels sont leurs critères pour que ce soit appelé bio. Et est-ce que ça peut péjorer certains producteurs, productrices qui ont des petites exploitations pour leurs produits, le fait de devoir, parce que j'imagine que ça demande aussi une certaine somme d'acquérir ces labels? Mhm. Ça peut pour certains petits agriculteurs, enfin aussi des petites fermes qui démarrent en pelliculture et élevage. Souvent, pour biologique, c'est souvent difficile parce que bah, ça coûte. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent ces gens ils font des ventes directes Exactement. et dans les marchés. Mhm. Et la clientèle des marchés, c'est pas la même clientèle qu'une clientèle qui va dans les gros distributeurs et qui du coup se fie au label. Enfin, c'est une clientèle qui est proche des paysans paysannes, qui discute avec eux, il y a une certaine confiance et du coup, quand c'est écrit sur un panneau produit issu de l'agriculture biologique, bah, il y a une confiance derrière. Exact. Et du coup, on sait très bien que les gens ils vont pas mentir parce que si la Confédération elle décide, enfin l'OFAC décide de faire, donc l'Office fédéral de l'agriculture suisse décide de faire une enquête sur la personne puis se rend compte qu'elle n'a pas du tout utilisé des produits bio puis qu'elle ment, enfin les conséquences sont tellement énormes que tu n'as juste pas intérêt à faire ça. Mhm. Après, par exemple, justement, comme pour sous-titrer ce qu'a dit Ajar, moi j'ai travaillé au marché de Carouge pour un producteur qui était en conventionnel, mais en fait, à chaque fois qu'il y avait un produit qu'il ne traitait pas du tout, il mettait une petite pastille verte sur l'étiquette et les clients-clientes savaient que s'ils achetaient ces épinards, bah, ils n'étaient pas traités, même si la ferme en soi n'était pas certifiée bio. Donc effectivement, ça dépend vraiment des voies de commercialisation. Et c'est bien ça les labels en fait, c'est de valoriser ces produits suivant quelle voie de commercialisation tu choisis. Si tu fais de la vente directe, bah peut-être que tu n'as pas forcément intérêt à avoir le label bourgeon parce que ça suffit que tu dis à tes clients-clientes, bah écoutez, moi j'utilise aucun produit ou j'utilise que ces produits. Et c'est vraiment, c'est vraiment ça qui est important. Puis je pense que c'est super important de rappeler aussi l'utilité des labels. Donc c'est pas forcément pour les consommateurs consommatrices. En premier lieu, c'est vraiment pour qu'il y ait un retour de valeur aux producteurs productrices. De dire, en fait, moi je fais pas des produits qu'on trouve partout, moi ils sont un peu différents, donc c'est pour ça que vous payez un peu plus cher. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un retour de valeur. Et c'est très utile en fait pour le monde agricole qui est justement un monde qui est assez pauvre. Bah, en fait, bah, voilà, une fois que tu as le label bourgeon, tu peux vendre 20% tes produits plus chers à peu près, 20 à 40%. Et du coup, bah, voilà, c'est vraiment ça l'utilité. Et après, bah, en fait, c'est donnant-donnant. Pour payer un peu plus cher, bah, on a une garantie que eh ben, la qualité ou bien justement l'aspect social ou qu'est-ce qu'on recherche va être respecté. Donc finalement, un label va pas seulement certifier de quoi est composé le produit ou d'où vient le produit, il va aussi vendre un espèce de marketing. Ben c'est sûr. En fait, ben, le truc c'est que maintenant avec notre système actuel et notre mode de consommation, les labels sont très typés avec le marketing. C'est du visuel, c'est vraiment ben, les labels bio, enfin on les reconnaît les labels, les différents labels, on peut même n'importe quelle marque aussi, enfin que ce soit marque ou label, on les reconnaît beaucoup parce que c'est très marketing, très visuel, très, Ouais. que ce soit la COP ou la Migros, ils les mettent en valeur beaucoup. Enfin, quand on arrive vers l'étalage bio, souvent c'est celui qui est le plus mis en valeur. Il y a des pancartes vertes autour, il y a vraiment un truc paysan-paysanne, enfin, et même eux,
ils nous le disent, enfin nous en tant qu'ingénieurs agronomes, quand on visitait leur truc, que c'est pensé tout ça, enfin il y a un système Ouais. marketing derrière qui est vraiment très pensé pour promouvoir le bio. Donc c'est vrai que quand on parle de grands distributeurs, on pourrait se poser la question sur la qualité de ces labels du côté, enfin, consommation pure et dure et capitalisme en fait. Après, c'est ce que je disais, le marketing, il fait partie du monde actuel partout, tout le temps. Nous, en Exact. tant que Paysanne Podcast, ben, on va On faire en du fait. marketing sur Instagram. Donc, ça fait partie, en fait. Après, il faut voir si le marketing, il cache quelque chose ou pas. Ouais. Ça peut être du marketing transparent ou du marketing complètement, justement, greenwashing, etc., comme plein de multinationales. C'est ça, et justement, il y a un label encore auquel je voulais qu'on s'intéresse, c'était les labels de régime alimentaire, comme celui végétarien ou bien vegan. Pour cet épisode, je sais que vous avez utilisé une surface pour visualiser en fait des camemberts qui donnaient des informations sur bah, voilà, l'aspect social, écologique, etc. C'était quel site déjà que vous aviez utilisé? C'est labelinfo.ch et en fait, il y a une barre de recherche où tu peux choisir le nom du label et ça va te donner justement les différents critères et à quel point ils sont respectés et une note générale sur 200. Ok, alors il me semble que pour les différents labels qu'on a vus, il y avait pas mal, Ouais, passablement Ouais, ouais. d'informations. Ensuite, on a essayé de regarder pour le label V, comme Végétarien, ouais. végétarien, Ou donc vegan. végétarien ou vegan, ça s'appelle V-Label, ouais. Ouais. V label. Et puis là, on n'a déjà pas eu le camembert. Donc ouais, il y a pas le camembert, ça veut dire que soit il y a trop peu d'informations, soit c'est trop jeune, trop neuf, parce qu'en fait, il faut savoir que le label info, c'est vraiment, c'est comme la Fédération romande des consommateurs, c'est quelque chose qui est, je pense, les gens travaillent bénévolement, ou enfin, c'est pas une grande organisation, donc peut-être qu'il n'y a pas encore eu le travail qui a été fait, mais en attendant, il y a quand même quelques critères qui sont notés. Donc il y a la transparence, le contrôle et la certification. Et il y a seulement la transparence qui a 2 points sur 3. Mais sinon, contrôle et certification, il n'y a aucun point sur 3. Donc ça veut dire que c'est pas très, Réglementé. pas très réglementé. Ouais. Enfin, c'est pas très contrôlé, c'est-à-dire que les contrôles sont un peu aléatoires. Il faut savoir que ben, du coup, si on regarde le V-Label, enfin, c'est un label européen, c'est-à-dire que la production elle est faite un peu partout dans le monde. Du coup, on peut se demander si, je sais pas moi, dans tel pays, par exemple, où les processus de transformation sont moins regardés par l'État, par exemple, ou par les institutions, ben, si les contrôles sont vraiment bien effectués ou pas, ou autres. Bah, j'imagine, surtout sur les produits transformés, c'est compliqué Exact. de savoir exactement qu'est-ce qui vient d'où. Et par exemple, moi, je vois des fois le V sur des jus d'orange. Alors, je suis là, bah, j'espère bien qu'il y a pas de viande ou il n'y a pas de fromage dedans. Mais c'est vrai que pour des produits transformés, c'est peut-être un peu plus compliqué de retracer tout. Et c'est pour ça que c'est super important que ce soit transparent à 100%, parce que sinon, ben, c'est la jungle, quoi. Alors c'est intéressant de remarquer que quand on pense label, on pense souvent label bio. Il y a également, ben, voilà, comme on vient de le voir, les bio de régime alimentaire. Pour revenir au bio, ce qui nous intéressait aussi, il y avait d'autres labels bio comme le bio ordonnance fédérale, le bio bourgeon, le Déméter. Est-ce que, Ajar, tu pourrais nous en dire un peu plus sur cela? Oui, bien sûr. Donc là, si on reprend un peu comme on en avait parlé juste avant, on avait parlé de la production agricole basique, ensuite on a la production intégrée, ensuite on a le bio fédéral, donc avec le cahier de charges fédéral de l'ordonnance, et ensuite on a le bio bourgeon, c'est celui qu'on voit souvent le plus, donc c'est le petit bourgeon justement, on peut le voir à la COP, mais on peut le voir aussi dans chez plein de producteurs en vente directe, ou au marché ou autre. Et c'est en fait le label de qualité et de contrôle le plus élevé au niveau du processus et du contrôle, déjà d'une part, au niveau des aspects sociaux, éthiques et au niveau de la biodiversité aussi. En fait, c'est un des labels les plus sévères, même on avait regardé ça en cours avec Emma, mondialement parlant, on va dire ça comme ça. Au niveau du biologique, c'est vraiment un des plus sévères. Et c'est celui que tout le monde connaît en fait. Ensuite, on a celui de la Migros, c'est Bio Migros, enfin, petit label avec une petite feuille verte un peu coupée, un peu design soi-disant, ou je ne sais quoi, et qui respecte un peu le cahier de charge bio suisse, donc le fédéral, et un peu comme le bourgeon, mais c'est juste que, ben voilà, encore guerre un peu marketing, ils veulent se démarquer, donc ils vont pas se fier au même S'allier label. avec le On va bio dire ça bourgeon, comme ouais. ça. Il va pas s'allier avec le bio qui est promu par la COP en fait. Le bio bourgeon est beaucoup promu par la COP. Donc voilà. Après, ben, on a les bio Aldi et Lidl. Ouais, il y a aussi les bios de ce qu'on appelle les hard discounters, c'est Lidl, Aldi, Spar, etc. Donc la plupart de ces bios-là, ils sont beaucoup moins bien notés
que le bio suisse. Donc, comme disait Ajar, vu que le bio suisse c'est un des plus sévères et que Spar, Lidl, etc., ben, c'est plutôt européen, et ben, en Europe, ben, ce sera moins sévère. Et puis du coup, ben, voilà, ils sont beaucoup moins certifiés. Et puis aussi, il faut savoir pour le bourgeon, enfin le bio bourgeon, vous voyez, des fois, il y a un petit drapeau suisse et des fois pas. Parce qu'en fait, quand c'est suisse, ben ça, disons qu'il y a la provenance qui est garantie. Donc, au moins 80% du produit transformé ou pas vient de Suisse. Et s'il n'y a pas, c'est qu'il vient d'ailleurs qu'en Suisse. Parce qu'il faut savoir que quelque chose qui est très spécial dans le bourgeon suisse, c'est qu'en fait, on peut exporter ce cahier des charges. Donc, ça veut dire que en Éthiopie, il y a des fermes bourgeons. Ah ouais, Au ok. Brésil, il y a des fermes Ouais. bourgeons. Enfin, il y en a Ok. vraiment genre Partout dans partout. le monde. Et en fait, Ouais. ce cahier des charges, il est exporté, ce qui peut aussi poser des problèmes d'éthique parce qu'on n'a pas la même éthique partout. Mhm. Et du coup, bon, ça, c'est encore une autre question. Mais ça, c'est vraiment une spécificité, disons, du bourgeon. Et donc nous, dans les supermarchés, on pourrait par exemple acheter un produit bio, mais bio qui vient du Brésil. Ou bien bio Exactement. qui- Mais il sera certifié bourgeon. D'accord, ouais. Exact. Bio veut pas dire régional, c'est Mhm. sûr, c'est ça. S'il y a le drapeau, c'est le cas. Voilà, faut la spécificité. Et puis pour avoir un moyen de comparaison, il y a aussi le bio AB. Il me semble que c'est le bio donc Agriculture français. biologique, ouais. agriculture français. Lui, donc son cahier des charges serait moins sévère, par exemple, que le bio bourgeon dont tu parlais tout à l'heure, Aja. Ouais. Au niveau donc agriculture AB, c'est agriculture biologique, donc c'est français. Et puis si on va encore plus à l'international, donc avec l'Union européenne, on a le UE, c'est la petite feuille, justement. Donc les deux se ressemblent, c'est le même cahier de charge et c'est un des moins sévères. Enfin, Mhm. c'est un des. Enfin, pour moi, c'est un peu du greenwashing. Enfin, pour Mhm. moi, c'est totalement du greenwashing Mhm. dans le sens où c'est du bio, mais juste pour un côté marketing. Après, on Mhm. parlera dans les critiques, mais enfin voilà, il n'y a pas d'éthique. Il y a peu le côté biodiversité, alors que enfin, c'est quand même biologique. Enfin, c'est Mhm. quand même censé être agriculture biologique. Donc voilà. Mais surtout, une des grandes différences entre le bourgeon suisse et le bio européen ou français, enfin européen en fait, du coup, donc tous les pays de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle le bio sectoriel. Donc c'est-à-dire qu'en Suisse, quand on est certifié bio, toute la ferme doit être en bio. Donc tes vaches, mais aussi ton champ de maïs, mais aussi tes légumes, C'est tout. la totalité. La totalité, l'ensemble de la ferme. Alors qu'en France, on peut avoir un champ de maïs bio et des vaches en conventionnel dans la même ferme. Et le champ de maïs bio, il est certifié bio. Seulement, du coup, le contrôle est beaucoup plus, je dis en France, mais en fait, n'importe quel pays européen. Du coup, le contrôle, il est beaucoup plus difficile à faire parce qu'en fait, pour s'assurer que la production est bio, on va regarder dans le parc à machines et puis où est-ce que les produits sont rangés pour voir qu'il n'y ait aucun produit qui sont pas bio. Alors que dans une ferme où c'est sectorisé, donc où il y a du bio et du conventionnel, bah, il y aura de toute façon les deux Ouais, produits. c'est ça. Donc comment être sûr qu'ils ne sont Difficile pas de utilisés, garantir, ouais, voilà. voilà. Le dernier label qui est un peu en vogue ces derniers temps, c'est le Déméter. C'est un label où c'est orange, c'est marqué Orange. Déméter en blanc dessus. Et ça, c'est issu en fait de l'agriculture. Donc biologique, oui, mais un peu plus sévère que le biologique au niveau de la méthode culturelle, c'est que c'est de la biodynamie. Donc la biodynamie, c'est un courant euh, Anthroposophique. anthroposophique, c'est ça que je voulais dire, ouais, merci. Qui a été établi par Stern. Et du coup, Steiner. Hein. Steiner, si je m'excuse, merci. Oh my Pas de god. souci. Et du coup, en fait, la méthode, elle est vraiment axée sur le cosmos et aussi les traitements qui sont effectués sont assez particuliers. Mais donc, ils ont un respect, en fait, parce qu'ils n'utilisent pas de produits de synthèse. Donc, en fait, ils respectent de toute façon l'ordonnance biologique suisse et ils ont un peu plus de respect pour certaines méthodes de transformation, donc plus sévères pour certains additifs, par exemple, ou pour les processus de transformation. Eux, ils n'ont pas de lait UHT, par exemple. Parce que c'est un autre processus qui ne respecte pas pour eux justement des processus dits naturels, parce qu'ils sont très sur le respect en fait des cycles naturels. En fait, ouais. C'est un peu moins industriel, C'est disons, ça, comme bio. Mais ça reste une énorme marque, etc. bien Mais sûr. disons que en fait, en bio, on parle de bio traditionnel et de bio industriel. Donc, c'est un peu les deux extrêmes. Et disons qu'à la base, il y avait une volonté de faire du bio pour respecter les cycles, pour le bien-être humain et animal, etc., etc. Et puis ensuite, bah, maintenant, on a du bio industriel. Donc, c'est juste pour avoir le label et pour pouvoir le vendre plus cher. Donc,
Donc c'est vraiment en fonction de la taille de la ferme et des principes de ceux qui cultivent. Mais disons que le Déméter, il se situe un peu plus proche du bio traditionnel, pour faire gros. Et juste une petite question comme ça par curiosité, je me demandais, parce qu'on parle pas mal aussi ces derniers temps, enfin ces dernières années de permaculture, est-ce qu'il y aurait un label qui existe et qui garantit que le produit vient de permaculture? Non, mais en Non. fait, la permaculture, c'est très difficile à commercialiser parce qu'en fait, si on devait vendre des produits permacoles, ben, ils seraient super chers parce que, disons, la récolte est souvent faite à la main, donc il y a presque pas de mécanisation. Ouais. Donc, même si sur une petite surface, il y a plus de production, comment la commercialiser ailleurs? Et du coup, ben, encore une fois, s'il y a des personnes qui travaillent en permaculture qui vendent leurs produits, ce sera dans des Vente ventes directe, directes. ouais. C'est ça, Donc, avec une voilà. clientèle qui n'est pas forcément attentive au label, par exemple. Mhm, Et mhm, surtout, il n'y a pas de cahier des Enfin, charges de permaculture. c'est ça, C'est plutôt des principes à respecter. Donc, peut-être qu'à l'avenir, il y aura. Je exact. sais que là, il y a l'Agroscope, qui est le centre de recherche suisse sur l'agriculture, qui veut peut-être faire un label sur les micro-fermes. Donc, qu'est-ce que c'est d'être une micro-ferme? Parce qu'en fait, maintenant, la méthode de culture est presque dérisoire. Ce serait vraiment de savoir, genre, bah, en fait, quelle taille à la ferme et comment c'est géré, etc. C'est presque plus important aujourd'hui parce qu'on voit bien qu'on peut être en bio et puis être très industriel ou être en conventionnel et être très traditionnel. C'est ça. Donc ce serait intéressant à l'avenir de faire des labels qui sont peut-être un peu plus basés là-dessus en fait. Ok, alors maintenant, ce que je vous propose, c'est, j'ai fait une petite story où j'ai demandé justement aux gens quels étaient leurs rapports par rapport au label, leurs habitudes aussi par rapport au label. Et si ça vous dit, ben, je vais vous lire justement les commentaires que j'ai reçus. Là, je demandais justement, est-ce que les gens font leurs courses en regardant spécifiquement les labels alimentaires? Donc pour l'instant, il y a quand même une majorité de oui, mais c'est pas assez évident. Il y a quand même pas mal de personnes qui disent non aussi. Et puis, quand je leur demande justement de me spécifier quels sont les labels alimentaires qu'ils consomment le plus volontiers, alors j'ai reçu ben, Max Havelaar et j'ai une personne qui me dit qu'il n'a pas confiance dans la transparence de ces labels parce que ça ressemble plus à du marketing. Mhm. Ben, je peux comprendre parce qu'en fait, le problème avec les labels aussi, c'est qu'il y a eu tellement de scandales alimentaires, de mensonges et tout, enfin, de plein de mensonges en fait au niveau des civils que les gens ont de moins en moins confiance à ces labels parce que on le voit, les labels changent aussi, on en a parlé en fait, il y en a certains qui deviennent de moins en moins sévères. Si je peux prendre un exemple, Max Havelaar par exemple, avant c'était pour les produits transformés par exemple, c'était 50%, donc déjà, enfin, de produits issus du commerce équitable. Maintenant c'est passé à 20% du produit issu du commerce équitable. Donc en fait, par exemple, pour un t-shirt Max Havelaar, enfin tu verrais Max Havelaar dessus, tu dis ah c'est du commerce équitable. Le coton oui, et c'est 20% en fait du truc, et toute la transformation, bah c'est pas le cas. Donc en fait les gens n'ont pas été payés pour fabriquer ce t-shirt, pour le teindre, pour le vendre, enfin ils sont mal payés ou autre. Et du coup tout ce côté d'aspect-là, enfin ça nous pose des problèmes parce qu'on quitte faire confiance en fait. Parce que Mhm. si de ce côté-là on nous ment, de quel autre côté, enfin et à quel point finalement les multinationales ont du poids aussi sur les Mhm. décisions de ces gros labels internationaux en fait, comparé à des labels fédéraux en Suisse qui sont beaucoup plus sévères pour le contrôle ou autres. Bah ouais, au final, les consommateurs, consommatrices sont un peu comme les dindons de la farce, quoi. C'est un peu Vraiment, ça, mais c'est c'est... vraiment ça. Ouais. Et puis ensuite, je demande aux personnes s'il y a un label auquel ils ne font surtout pas confiance. Alors, j'ai déjà une première personne qui me dit honnêtement, tout plus ou moins, je savais pas qu'on ne devait pas faire confiance à certains labels. Et puis j'ai une autre personne qui me dit justement de ne pas faire confiance au label bien-être animal, le bio, UTZ, Rainforest Alliance, MSC. Qu'est-ce que vous Ouais. pensez? Ben, plutôt dans la bonne direction, j'ai envie de dire. Enfin, après, bon, c'est mon avis à moi, mais c'est vrai que typiquement MSC, ASC, enfin, ils sont reconnus par exemple comme étant des bons labels pour WWF, mais Greenpeace les critique fortement. Et enfin, comme Emma le disait tout à l'heure, on discutait juste avant, Mhm. elle me disait, mais il y a partout en fait ces labels. Tous les poissons sont ASC ou MSC. Puis, enfin, du coup, c'est quoi? Et c'est vrai que c'est des labels qui ont été organisés déjà dans les années 60 pour gérer en fait, parce qu'on s'est rendu compte dans ces années-là que le poisson en fait ça disparaissait à cause de nous et que c'était pas juste eux qui s'entrebouffaient de la concurrence. Donc c'est pour montrer à quel point l'humain a bien évolué. Hein. Années 60, hein, enfin, on s'y connaît vachement en sciences et tout, tu vois. Et donc là, on s'est dit, ah, il faut instaurer des quotas. Du coup, bah voilà. Et donc c'était un peu pour
respecter notre vente, qu'on ait assez, en fait, tous les êtres humains de cette terre, assez de poissons à vendre partout dans le monde, et en même temps, soi-disant, donc Zama, en vont, pour respecter la production, et puis qu'on sauve les pauvres petits poissons de cette planète, mais c'est pas le cas, et c'est une réalité. Après, voilà. Et puis, j'ai aussi une personne qui dit ne pas faire confiance au Bio Europe, la feuille verte et les labels bio des grandes surfaces. Alors, comme on disait, dans les grandes surfaces, il y a toutes sortes de labels. Donc, si c'est bio bourgeon, c'est quand même bien, comme on disait tout à l'heure, Contrôlé, c'est bien, surveillé. bien contrôlé, bien des normes. Après, par exemple, niveau social, ils disent que c'est haut parce que les personnes qui cultivent en bio sont mieux payées qu'en conventionnel. Mais après, grande surface, laquelle? Parce que Lidl, je sais pas, Realdi, effectivement, eux, ils ont des labels qui sont beaucoup moins, des labels bio qui sont beaucoup moins poussés. Et puis, faut vraiment regarder quel label en particulier, parce qu'un label peut être vendu en grande surface, en petite épicerie ou sur une vente directe. C'est ça. En fait, le problème, oui, dans une certaine mesure, mais parce que les grands distributeurs se font des marges énormes grâce à ces labels et achètent peu cher aux producteurs. Donc, nous, de toute façon, avec notre podcast, on essaie de promouvoir aussi de la vente directe, d'acheter justement chez les petits producteurs, parce que justement, le label bio bourgeon, par exemple, peut être chez un agriculteur en Suisse chez qui tu vas acheter, mais en fait, tout l'argent va être chez lui. Alors que si tu achètes ce bio bourgeon à la Migros, il y a quand même une grande part de la marge qui va à la Migros et aux grands distributeurs. Donc de cette optique-là, oui, il faut faire plus attention. Mais après, le bio bourgeon est quand même assez sévère comparé au bio européen qui, lui, est quand même catastrophique. Il y a quand même des hectares et des hectares de serres, alors en pleine terre, mais de fraises au sud de l'Espagne qui sont bio, puis qu'on achète nous, et puis en se disant, ah, c'est écologique et tout. Mais c'est juste au niveau du sol, pour la biodiversité, on ne traite pas, donc voilà, c'est tout gentil. Mais les sols, c'est une catastrophe. Mais surtout que j'ai l'impression qu'il y a cet amalgame entre bio et sans traitement, Ouais. alors que c'est pas du tout le cas. Non. Tu peux être en bio et traiter énormément tes cultures avec des avec des produits qui sont certifiés bio, mais quand même énormément de traitement. Donc en fait, encore une fois, les consommateurs, ils sont complètement dupés et il y a ce greenwashing un peu en disant, si c'est vert, c'est que c'est écologique, alors que pas du tout. Et comme disait Ajar, c'est quoi l'écologie? Il y a l'écologie sociale en fait. Et ça, elle est totalement laissée de côté dans le bio industriel. Puis même le bio, par exemple, ne prend pas du tout les prérogatives pour l'eau. Je veux dire, au sud de l'Espagne, c'est bio alors qu'il n'y a aucune nappe, il n'y a plus rien, c'est le désert, c'est en train de se désertifier. Donc, le bio n'est pas forcément 100% écologique. Ça, c'est une réalité qu'il faut se dire. Donc après, voilà, si on veut vraiment acheter bio, le bio bourgeon, c'est un bon label pour, en tout cas de tous les labels qui existent, c'est le label le plus sécuritaire au niveau du processus du contrôle et au niveau de tout le respect du cahier de charge de ce bio-là, quoi. Et tu sais que cet amalgame justement entre bio et non-traitement, ça c'était moi avant de vous connaître. Genre vraiment, j'étais sûre que quand j'achetais bio, ça voulait dire qu'il y avait zéro traitement. Alors qu'en fait, pas du tout, il pourrait y avoir traité. Ouais. Je veux dire, il y a quand même des insectes et des maladies qui attaquent les cultures, que ce soit en bio ou en conventionnel. Donc le producteur, il est quand même au bout d'un moment obligé Et pour respecter son cahier des charges, en fait, des fois, c'est ça. C'est totalement ça, parce que s'il le fait pas, il perd toute sa culture, en fait. Mais c'est des traitements avec par exemple, des huiles qui, elles, sont connues pour être des perturbateurs endocriniens, par exemple, mais qui sont issus de processus naturels, donc on peut les utiliser. Mais naturel veut pas dire forcément bon. Je veux dire, on le connaît depuis tout petit, les champignons. Je veux dire, on va pas tous les manger parce qu'on peut mourir, intoxiqué. Là, c'est la même chose. C'est une réalité qu'il faut. Oui, puis il s'agit aussi de la quantité. On peut mettre un produit naturel une fois ou un produit naturel 20 fois et ça aura un impact complètement différent. Par exemple, le cuivre qui est autorisé en bio, ça fait beaucoup débat dans le monde agricole. Le cuivre, c'est antifongique, donc c'est pour éviter toutes les maladies les maladies fongiques sur les cultures. Mais en fait, il va se stocker dans le sol et c'est très mauvais pour du coup toute la vie fongique du sol. Donc voilà, mais c'est quand même autorisé en bio. Mais est-ce que c'est mieux ou moins bien que les produits antifongiques conventionnels? Il y a plein de débats quand on entre un petit peu dans ce monde-là. Et puis ensuite, je demandais aux personnes si elles n'achètent pas de label, n'achètent pas de produits issus d'un label en particulier, pourquoi. Et j'ai une personne qui me répond justement la thune, un problème financier. Et j'ai l'impression aussi que la réponse, ce serait la vente directe, d'aller justement, dites-moi si je me trompe, mais d'acheter peut-être plus chez les producteurs et productrices.
Et puis, je me rends compte aussi, j'ai l'impression que les personnes qui vont avoir cette habitude-là, c'est toujours à peu près les mêmes personnes issues du même milieu socio-économique et que ce serait chouette, justement, si on arrivait vraiment à éclater ça. C'est sûr que là, les 30 minutes desquelles on a parlé, c'est des problèmes de riches, dans le sens où, effectivement, on va être regardant ou pas sur les labels ou pas, ça veut dire qu'on a le temps, l'énergie et l'éducation de savoir. Mais effectivement, pour certaines personnes, il faut juste se nourrir, on s'en fout des labels. Mais c'est là où je me dis, c'est quand même triste que justement à Lidl et à Aldi et à Spar, ce soit des bio qui soient beaucoup moins regardants, parce qu'en fait, c'est vraiment prendre les personnes les plus précaires pour des cons, tu vois, genre de dire, j'achète bio, je fais attention pour mes enfants, etc. Puis en fait, pas du tout. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est vraiment désolant. Et puis c'est pour ça que un label ne veut pas dire que dans la globalité, il y a une sorte de contrôle, dans le sens où il faudrait que, il faudrait que tous les produits qui soient vendus, ils soient propres, quoi. Alors, chère auditorice, on termine ce 6e épisode à propos des labels. Emma, est-ce que tu peux juste nous rappeler les sources, s'il te plaît? Oui, alors du coup c'est labelinfo.ch, donc ça c'est suisse. Sinon il y a aussi VVF qui fait des classements, peut-être pas forcément très sévères comme disait tout à l'heure Ajar. Et il y a aussi Greenpeace, et sinon niveau roman aussi, il y a la Fédération romande des consommateurs. Donc ça c'est vraiment la protection des consommateurs sur plein de sujets différents, mais notamment sur les labels, si vous voulez vérifier deux, trois informations, ils font vraiment un super taf. Voilà, on mettra tout ça en bio. Ouais. Cool, merci, je vous remercie pour cet épisode. Encore une fois, j'ai appris trop de choses grâce à vous. Avant de le terminer, on avait envie de faire un spécial big up, de saluer les élèves de Zadig au Brésil. Salut! On vous dit un salut, un merci énorme, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Ouais, ça nous touche trop que vous nous écoutiez, donc on est vraiment contente et vraiment, on ça nous espère motive. que vous nous comprenez bien. Un peu de contexte pour les autres personnes. On a reçu un message dernièrement d'un enseignant à l'université du Brésil qui nous a dit qu'apparemment notre podcast avait voyagé jusqu'à dans leurs oreilles et ça nous a trop touchés, sachant qu'on fait ça bénévolement jusqu'à maintenant. Donc vraiment gros merci. Et puis on espère vous retrouver nombreuses pour le prochain épisode. À plus. Ciao! Ciao!